Bonjour, bienvenue sur le compte Facebook du Figaro étudiant. Avec nous aujourd'hui pour parler des études de médecine, nous accueillons deux étudiants assez extraordinaires. Alors je vais commencer par Marine L'Orphelin, Miss France 2013, qui nous fait vraiment l'honneur de venir parmi nous parler de ses études, parler de tout ce qu'elle fait aujourd'hui, parce que vous faites un milliard de trucs. Et puis un autre étudiant suractif, Sacha Dahan, que nous avons l'habitude déjà d'accueillir sur notre plateau, Merci. Étudiant en 5e année de médecine. C'est ça. Et vous faites également des milliards de choses. C'est ça. On est un peu des surexcités. Voilà, les études de médecine, voilà. En fait, c'est un peu un hobby et en plus, vous faites des milliards de choses. Ah, je ne sais pas si on peut dire ça. Les études de médecine, elles sont très jalouses, mais on a plein de hobbies. En tout cas, ça, c'est sûr. Voilà. Alors, Marine, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en internat, en fait, en première année d'internat, Je en vais premier commencer semestre, très bientôt, oui. pour devenir médecin généraliste. Oui. Donc, vous avez réussi le concours. Vous êtes très contente. Ravie. Comment ça se passe aujourd'hui, votre vie ? Aujourd'hui, j'ai une vie bien À 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Donc, je commence très bientôt mon internat de médecine générale, qui va être aussi une grosse étape, une étape importante. Et à côté de ça, je continue mes activités d'ambassadrice, si je puis dire, d'ambassadrice française, en travaillant avec des marques. Je fais aussi un petit peu de mannequinat, j'ai développé mon blog. Je commence aussi à parler un peu plus de mon parcours, des études de médecine et à faire un petit peu de prévention avec certains médias. Enfin voilà, je suis bien occupée. Oui, mais comment vous faites pour cumuler toutes ces activités ? Vous avez un emploi du temps de ministre, comment ça se passe ? Oui, je pense qu'un des secrets pour arriver à faire plusieurs choses en même temps, c'est quand même d'avoir un emploi du temps bien rodé, bien ficelé. D'avoir une discipline. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de moments de repos, je m'accorde pas beaucoup de temps pour moi et pour ma famille ou mes amis. C'est vraiment, dès que j'ai une journée un peu dispo, je la consacre à un shooting, à des rendez-vous, voilà. Moi, je suis assez admirative. Revenons un petit peu sur votre parcours. C'est vrai que c'était assez étonnant à l'époque, lorsque vous avez concouru au titre de Miss France et puis ensuite de Miss Monde. On était étonnés de voir une Miss France étudiante en médecine. Il y a eu beaucoup d'articles à l'époque, beaucoup de reportages sur votre vie. On avait l'habitude d'avoir ou des filles belles ou des filles intelligentes, et d'avoir les deux comme ça, surtout un concours de beauté. C'était assez stupéfiant. Comment ça s'est passé à la fac ? Vous étiez déjà en deuxième année de médecine, donc vous aviez passé le fameux cap de la PACES. Est-ce que les étudiants l'ont su tout de suite ou ils l'ont su petit à petit en regardant la télévision ? Quelle a été la réaction finalement des étudiants mais aussi des enseignants ? Alors déjà pour réagir, c'est vrai que ça a été un peu surprenant de découvrir une Miss France étudiante en médecine. Je tiens quand même à souligner que mes camarades compatriotes Miss France font aussi des études de plus en plus et sont des filles très intelligentes parce qu'elles ont su aussi gérer l'après et beaucoup de choses par la suite. Certaines d'entre elles sont entrepreneuses, ont vraiment développé des choses. Et c'est juste pour oui, ça a beaucoup souligner. Changé. Mais c'est vrai que c'était étonnant de voir une étudiante en médecine devenir Miss France. Et c'est bien aussi, c'est ce que j'avais envie de montrer finalement, c'est qu'on peut faire un concours de beauté, devenir une ambassadrice comme Miss France, mais aussi faire des études très sérieuses, très concrètes avec l'humain et pouvoir concilier les deux. C'est vraiment ce que j'avais envie de montrer et du coup pouvoir encourager aussi les jeunes filles à suivre un parcours atypique finalement. Atypique, ouais. Pas se mettre de barrières en fait, pas se dire je vais être médecin, je peux pas être Miss France ou je suis Miss France et je pourrais plus être médecin. Ou alors je suis mannequin, finalement je peux pas faire d'études. Et oui, voilà, ou je suis mannequin, je peux pas faire d'études. Ou même au sein de la faculté de Lyon, quand je suis devenue Miss France, j'ai été très bien accueillie par le doyen, par l'équipe pédagogique, parce qu'ils avaient déjà des profils d'étudiants un petit peu atypiques, particuliers, notamment des grands sportifs. Donc c'est pareil, j'encouragerais aussi les étudiants, tous les étudiants, mais surtout les étudiants en médecine,
de ne pas se limiter et de pouvoir faire du sport, du mannequinat ou ce qu'ils ont envie de faire. Et pour répondre à la fin de la question, j'ai été plutôt bien accueillie par les étudiants. Ça a été un peu difficile de reprendre ma deuxième année de médecine après mon année de Miss France parce qu'il a fallu se réhabituer à la faculté, à l'apprentissage aussi, le fait d'apprendre ses cours. La gymnastique intellectuelle finalement s'entretient et j'avais un petit peu perdu ça. Mais les étudiants se sont vite habitués finalement à me croiser dans les couloirs et à me côtoyer. Oui, il n'y a pas eu de jalousie Il y a forcément eu des petites questions, des petites remarques. J'en ai reçu beaucoup sur mes réseaux sociaux. Ouais. Du genre, de toute façon, tu as des passe-droits, sinon tu ne pourrais pas faire tout ça. Les études de médecine ne sont qu'une façade. On sait très bien que tu vas les arrêter en cours de route. Enfin voilà, genre de remarques un petit peu piquantes que j'ai appris à gérer. Et c'est vrai je ne me suis jamais cachée, j'ai toujours répondu. Certains avaient peur, tout le moins, que vous abandonniez vos études en fait pour justement le mannequinat. Beaucoup doutaient finalement votre capacité à continuer vos études et à devenir médecin. Et est-ce que vous avez douté vous aussi du fait de poursuivre vos études et finalement de finir diplômé ? Évidemment que j'ai douté, évidemment. Parce que une année de Miss France est une année très riche en rencontres, en expériences. Ça a changé aussi mon point de vue, mon état d'esprit sur mon avenir professionnel. Et forcément, j'ai réfléchi à qui j'avais envie de devenir, ce qui me plaisait vraiment. Dans ce qu'on m'a proposé aussi, j'ai eu des propositions pour travailler dans des médias, pour faire une carrière dans le mannequinat. J'ai eu des propositions très sérieuses et concrètes, mais ça n'a pas été évident de reprendre, mais j'avais pas envie d'avoir ce regret. D'accord. Je me suis dit, quel regret j'aurais à 40 ans ? Est-ce que ça va être d'avoir refusé certaines propositions ou est-ce que ça va être d'avoir arrêté mes études de médecine et de ne pas être devenue médecin ? Et finalement, je me suis dit que ce regret-là, je ne pouvais pas avoir ce regret. Et parce que j'aime aussi le milieu médical, ça me plaît, ça fait partie de moi. J'ai peut-être plusieurs personnalités, mais voilà. Et ce que dit Marine, c'est très très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fait des activités annexes, et on en parlait tout à l'heure, qu'on a des passe-droits et finalement le milieu médical est peut-être un peu moins exigeant. Or, c'est tout le contraire. Je pense que pour Marine encore plus que pour moi, elle a dû entendre le genre de phrase par ses supérieurs. Bon, écoute, est-ce que tu veux faire de la médecine ou est-ce que tu veux faire autre chose ? Parce qu'ici, on n'est pas là pour rigoler. Donc, savoir que c'est pas forcément facile de faire plusieurs choses en même temps, qu'il faut être super organisé. Moi, on m'avait donné le conseil à l'époque, on m'a dit tout ce que tu fais, mets-toi à 100%. Quand tu fais tes activités, tu fais tes activités à 100%. Ouais. Et puis quand tu fais de la médecine, tu fais de la médecine à 100%. Donc il faut être régulier, s'organiser et c'est un vrai challenge et je trouve ça formidable ce que Marine a réussi à faire durant son année de Miss France en tout cas. Merci Sacha, merci Marine. Alors je m'adresse aux téléspectateurs. Si vous avez des questions à poser sur les études de médecine à Marine L'Orphelin et à Sacha Dahan, qui est donc je rappelle en 5e année de médecine et Marine en première année d'internat en médecine générale sur justement comment ils ont mené de front ces études extrêmement difficiles et leurs activités. Alors j'ai une première question de Emma sur Facebook. Comment alterner révision, examen et les concours ? Et Sam, Sam, c'est Sacha, peut-être que conseilles-tu aux futures passesses venant du bac ES ? Alors, peut-être on peut répondre à la deuxième déjà. Est-ce qu'il y a des étudiants ? C'est vrai qu'on a fait un article récemment sur un étudiant qui a réussi médecine après un étudiant, qui a réussi médecine après un bac professionnel. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on peut faire médecine finalement après un bac ? Vous aviez fait un bac. C'est des questions que je reçois beaucoup aussi moi à travers mon blog. Oui, parce que j'ai vraiment une page dans laquelle je parle un peu plus des études de médecine et je reçois énormément de questions sur le profil type d'un étudiant en médecine. Alors je pense que on connaît tous les chiffres, on sait que forcément si on sort d'un bac scientifique avec mention, on a quand même plus de chances d'y arriver.
Mais voilà, chaque Vous année, aviez une on a mention, des exemples. Vous avez eu une mention au bac, vous avez fait un bac Oui. scientifique. Alors moi, j'avais fait un bac scientifique et j'ai eu mention très bien au bac. Avec Donc, quelle spécialité vous aviez j'avais fait mathématiques. D'accord. Donc, qui n'est pas forcément très utile pour médecine. Oui, mais statistiquement, les bacs S spécialité maths, comme c'est souvent les meilleurs élèves qui vont dans cette spécialité, souvent, on a les chiffres de réussite, ce sont ceux qui réussissent le mieux médecine. D'accord. Mais alors qu'on pourrait penser qu'il faut avoir fait un SVT ou physique-chimie. Mais finalement, c'est la spécialité maths. Et vous aviez fait quoi comme… Alors, moi, j'ai fait un bac S aussi, mention revenu plus tard. J'ai eu 10,80, je crois, de moyenne grâce à l'option ça va donner théâtre. de l'espoir. Ouais. Non, mais oui, il faut vraiment se dire que les études de médecine sont quand même assez différentes du lycée, de ce qu'on apprend au lycée. Alors évidemment, il y a un petit peu de biologie, de mathématiques, surtout au début de la PACES. Mais c'est quand même, moi, mon ressenti, ça a été vraiment d'une totale nouveauté. Et s'adapter aussi à la quantité de travail, au fait de travailler sur des livres, d'être en compétition avec les autres, ça n'a rien à voir avec le lycée. Donc un étudiant qui a envie de faire médecine, qui a ça en lui, qui est ultra motivé, pour moi, il ne faut pas qu'il s'arrête au fait d'avoir fait un bac S, ES ou pro même, parce qu'on voit très bien que ça peut marcher. C'est juste qu'il faut se donner le faudrait pas la encourager capacité. de façon quand même un peu… c'est quand même statistiquement, par exemple, à Paris 5, après ça dépend un peu de l'université. Le bac pro, je crois qu'il avait passé médecine à Besançon, qui est l'université où il y a le taux de réussite le plus élevé en France. Mais à Paris 5, par exemple, c'est de l'ordre 100% des étudiants qui réussissent la PACES viennent d'un bac S. Donc c'est quand même… Mais c'est vrai qu'on peut voir que même avec mention passable, mention revenu plus tard, on peut réussir médecine parce que comment ça se fait Oui. Moi je pensais qu'il fallait avoir mention très bien quand même. Non, il ne faut pas avoir mention très bien. Je pense qu'il faut avoir un certain raisonnement scientifique. Je pense que rentrer en première année de médecine, c'est changer complètement de paradigme. C'est-à-dire, on change complètement de mode de vie et on change complètement de mode de pensée. Et quelqu'un qui a cette intelligence-là, j'ai envie de dire, qui va être nécessaire pendant toute la suite des études de médecine, c'est une intelligence adaptative. C'est de se dire, ici ça marche pas comme ça marchait ailleurs, donc c'est un concours, c'est de l'apprentissage parfois bête et méchant, hein, donc c'est du QCM, je me mets devant un QCM, je vois que finalement la réponse, elle doit être immédiate, on sait ou on ne sait pas. Et un QCM c'est piégeux, hein, parce qu'on nous propose quelque chose, donc on a envie de se dire, allons-y, celui-là il a l'air sympa, il me tente bien. C'est souvent le dernier QCM, l'item E, celui-là, il me tente, je vais le cocher. Justement, c'est cette intelligence-là de dire non, dans mon cours, je ne l'ai pas vu, donc je le coche pas. Voilà, donc c'est changer d'état d'esprit et quelqu'un qui réussit à faire cette gymnastique-là, de changer d'état d'esprit, je pense qu'il a toutes ses chances, mais je conseille quand même, parce qu'on ne peut pas dire ça à tout le monde, hein, quand même une remise à niveau scientifique. Qui est indispensable. Oui, non, je suis Donc pour d'accord. répondre aux commentaires sur Facebook, si tu as un bac ES, il faut une remise à niveau. Il y a les universités qui proposent des remises à niveau d'un an en sciences. Une remise à niveau d'un an en sciences est indispensable pour attaquer la première année de médecine, sinon ça allait un petit peu au clash, quoi. Pour augmenter considérablement ses chances quoi. Parce on peut passer le concours de médecine que 2 fois en fait. Et après, c'est terminé. Et d'ailleurs, ça va changer, puisque maintenant, alors… Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de la réforme? Je pense qu'il faut en parler. Un petit peu, ça angoisse beaucoup les étudiants, donc on n'aura plus le droit de redoubler. C'est la fin des haricots pour beaucoup de gens qui regardent, qui se disent qu'il va falloir se préparer dès la terminale, voire dès la première, parce qu'on ne pourra plus redoubler. Alors, cette réforme, elle n'a pas été mise en place dans toutes les universités pour l'instant. C'est uniquement dans quelques universités. Oui, tout à fait. Le redoublement, il a été annulé pour les facultés. Alors, certaines facultés de province, mais surtout en Ile-de-France, il est expérimenté par les facultés de Paris 5, Paris 6 et Paris 7. Donc, déjà, ce n'est pas toutes les universités, mais il se trouve que de toute façon, il y a une réforme qui vient un peu couper l'herbe sous… Pardon. Excuse-moi. Il y a une réforme qui vient couper l'herbe sous le pied de celle-ci. C'est la réforme de la PACES, puisque… effectivement, il n'y aura plus de concours PACES d'ici 2020. Donc, un nouveau mode de sélection, un changement radical. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ça ne concerne pas toutes les universités, uniquement pour certaines. Et donc, les étudiants, lors de cette première année,
il y aura un système où ils pourront finalement poursuivre leurs études à l'université, mais pas en PACES, et éventuellement retenter leur chance ensuite pour entrer en deuxième année. Oui, c'est assez flou encore sur comment les choses vont se passer après. La réforme va être proposée d'ici décembre 2020. D'accord. Donc on va avoir beaucoup plus d'explications à ce sujet sur la fin de la PACES. Ce qu'on sait, c'est que mon avis, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là, hein, c'est pour donner un avis clair là-dessus, c'est une opportunité exceptionnelle pour les étudiants qui vont entrer en première année de médecine, puisqu'ils vont encore bénéficier de 57 ans d'ancienneté dans le mode de concours, les annales, les matières, etc. Si tout venait à changer, eh bien, ils seraient peut-être les premiers à découvrir la nouvelle PACES. Donc, pour ceux qui veulent, l'idée finalement de ce changement, c'est surtout d'éviter le grand gâchis. C'est vrai qu'au maximum, c'est 20% de réussite pour le passage de la première année en deuxième année, mais en moyenne, c'est entre 12 et 15% de réussite en PACES. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sur le carreau. Et donc l'idée, c'est de réformer pour éviter ce grand gâchis, parce qu'on parle quand même de bacheliers qui sont pour la plupart de très bons bacheliers. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage de toute cette matière grise qui finalement sortait un petit peu détruit par ce concours. Et est-ce que vous avez vu le film là, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur justement il y a pas mal de films qui sortent sur la première année de médecine. Alors j'y ai pas été parce que quand on a fait deux premières années de médecine, on n'a pas envie de s'y replonger. On n'a peut-être pas envie d'ouvrir les fantômes du passé, de les revoir. On n'a peut-être pas envie, mais je vais y aller, c'est certain. D'accord, ok. Alors il y a une question. Posez vos questions à nos invités. Alors Fanny sur Facebook, pas facile, les études sont très longues. À quand le changement? Alors là, la durée des études, je pense que ça ne risque pas de changer. Hein. Ça dure combien de temps? Combien d'années finalement? Tout dépend des spécialités finalement. C'est 9 ans. Le socle commun de 6 ans à l'université. Et puis l'internat de 3 ans encore aujourd'hui, la médecine générale, même si ça risque de passer à 4 ans, jusqu'à 6 ans maintenant avec l'assistanat qui a intégré dans l'internat. Donc de 3 à 6 ans, en plus des 6 ans de fac. D'accord, donc ça fait 9 ans au minimum. De 9 ans à 12 ans minimum. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. En plus, si vous êtes Miss France et que vous passez une année ailleurs et que vous êtes en gros, c'est 10 ans d'études. Voilà. Oui, voilà, c'est 10 ans d'études. Après, les études ne sont pas séquencées de la même manière. Heureusement, il y a une évolution. On apprend et notre métier devient de plus en plus passionnant au fur et à mesure des années. Et à partir de quel moment on peut gagner sa vie en étant étudiant en médecine? Alors, pas comme, j'imagine, vous avez d'autres sources de revenus que les gardes, mais un étudiant en médecine, à partir de quelle année il peut gagner un petit peu sa vie? Ça, c'est quand même très compliqué. Et j'ai eu la chance, grâce à Miss France, d'avoir des revenus complémentaires, parfois très, très importants. Mais j'ai pu le voir aussi avec mes camarades. Les études de médecine sont quand même... on ne gagne pas sa vie, il ne faut pas rêver. On ne gagne pas sa vie en étant externe, parce que 200 € de salaire en dernière année, en 6e année... Ah oui, 200 € par mois. 200 € par mois, ça paye rien, même pas le loyer, même pas les livres, parce que le coût des livres est très important, très élevé. Et l'internat, je vais le savoir bientôt, mais je sais déjà donc le montant aujourd'hui, c'est dérisoire. En externe, le tarif d'une garde, elle est à environ 40 €. Et il y a des gardes de 24 heures qui sont plutôt celles du dimanche et des jours fériés. Et là, le tarif est doublé, c'est 80 €. C'est-à-dire qu'en études de médecine, en externat, 5e, 6e année, on peut parfois avoir des salaires à 300 €. C'est la misère, Sophie. D'accord, voilà. Non, mais vos études sont gratuites, ne vous plaignez pas. C'est vrai. Vous ne payez pas vos études. C'est une chance on va pas lancer ce débat. C'est une chance qu'on ne paye pas nos études, mais comme le disait Marine, il y a quand même des frais importants aux études de médecine. Les livres. Les livres, on déjeune souvent à la fac, on déjeune souvent à l'hôpital. Donc c'est vrai que tout ça, on n'est pas pris en charge. Donc, et puis pour peu que à 26 ans, on veuille un petit peu sa résidence étudiante, on veuille un petit peu quitter le nid, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, surtout si on veut se marier. Ça serait un point comme là, je m'adresse à Sacha. Au moins tout le monde le saura. Voilà, exactement. Ça serait un point qui, selon moi, serait aussi important à revoir avec la nouvelle réforme.
D'accord, de mieux rétribuer les étudiants. Alors j'ai l'impression que c'est pas du tout dans l'air du temps. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors Lucie justement aborde un point. Alors, on parlait du coût des études et c'est justement un point important. Les prépas payantes, parce qu'en plus des livres, c'est vrai que pour réussir la première année de médecine, beaucoup d'étudiants, dans certaines universités, c'est plus de 80% des étudiants, suivent une année préparatoire. Alors c'est pas une prépa comme une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, c'est finalement comme des cours de soutien en plus de l'université qui permettent de s'entraîner dans un cadre un peu plus cosy que l'université pour se préparer au concours. Est-ce que vous aviez suivi, vous, une prépa aux études de médecine pour la première année ? Oui, j'ai adhéré à une prépa en première année. J'ai fait la pré-rentrée fin août qui nous plonge tout de suite dans le bain. C'est pas mal, j'ai tendance à la conseiller. Et moi, ça a été utile parce que ça m'a offert un endroit plus calme et plus approprié pour bien travailler mes cours. Et pour rencontrer aussi d'autres personnes parce que finalement, on peut vite aussi s'enfermer dans sa bulle et si on travaille chez soi ou à la bibliothèque et qu'on ne connaît pas beaucoup de monde, on peut vite se sentir seul en fait dans les révisions. Donc pour ça, j'ai tendance à le conseiller, pour aussi évidemment les conférences d'entraînement au concours. Plus on en fait et meilleur on est. Les conférences d'entraînement, c'est une sorte de galop d'essai un peu Oui, les exercices d'entraînement, donc type concours en fait, où on est conditionné, on a un temps imparti et après on corrige avec un étudiant qui est spécialisé dans la matière. Et oui, je pense que ça m'a aidé vraiment. Après, il faut savoir pourquoi on le fait en fait, pourquoi on a envie de choisir telle ou telle prépa. Il faut bien se renseigner sur les prépas, ce qu'elles offrent et ce qu'on recherche aussi. Vous aviez pris toutes les matières, parce que j'ai regardé un petit peu comment ça se passe, et c'est de l'ordre de 5 000 € à peu près, entre 5 000 €. Non, 3 000. C'était pas ce prix-là. Non, alors après, Lyon, il y a des prépas plus complètes que d'autres, je pense, donc ça dépend un peu du nombre de matières qu'on prend. On n'est pas obligé de tout prendre. Vous aviez pris une prépa pour la… Alors moi, la première année, j'avais pris une prépa, et puis la deuxième année, j'ai pris qu'une prépa qui ne proposait que des concours, puisque je sentais donc que beaucoup moins cher. Voilà, je sentais que le cours était maîtrisé, donc je n'avais que des concours. Et vous aviez payé combien du coup ? Alors j'avais payé cette prépa 1 000 € à l'année. C'était assez accessible finalement par rapport aux autres prépas qui sont toute la demi-semaine et qui représentent beaucoup plus d'heures de cours. Moi, c'était vraiment pour me donner une discipline et je crois que c'est un avantage des prépas puisque pour répondre à la question, est-ce que c'est un plus ? C'est certain que c'est un plus pour avoir une discipline, pour avoir quelqu'un qui me dit ça c'est une matière, ça c'est un sujet, cette page-là du cours, elle tombe tout le temps, elle tombe tous les ans. Voilà, c'est un plus. Pour être orienté aussi. Et vous aviez payé combien pour vous, je sais pas si vous en souvenez. C'était de l'ordre de 1 500 €. 1 500 € pour l'année. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'à Paris, c'est un peu plus cher. Alors c'est peut-être un peu plus cher. C'est un peu plus cher à Paris, c'est vrai. Un petit peu plus cher. On est plus dans cet ordre-là. Au minimum de 2 400 € pour l'année. Et puis après, bien sûr, on peut monter en gamme avec d'autres prestations, avec d'autres concours, etc. à rajouter. Avec un professeur particulier. Non, il ne va pas tout faire non plus. Si on le fait vraiment, c'est qu'on a envie de se donner et de travailler. Il ne faut pas le faire juste en se disant… C'est pas parce qu'on paye la prépa. Tout le monde le fait. Voilà, exactement. Il faut être assidu aux cours, aux entraînements QCM. Sinon, oui, c'est… Et le tutorat qui est proposé dans les facs, vous avez utilisé ou pas ? Ça vous a aidé Oui. En plus ? Alors moi, je participais… ça a commencé aussi le tutorat, c'était un peu le début en 2012. Donc, je participais aux entraînements, encore une fois, au concours, avec les autres étudiants de la fac. Donc, c'est pas mal, ça permet de se situer par rapport aux autres. Par contre, je n'avais pas de séance à côté, de discussion ou de soutien avec mon tuteur. Non, j'étais vraiment… voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une question d'Anan pas mal de questions sur les études de médecine qui suscitent toujours beaucoup d'interrogations, la grosse inquiétude. Alors, Anan sur Facebook, en quoi la méthode JOTT, alors j'avoue que je sèche un peu, aide les étudiants de PACES, ça vous dit quelque chose ? Alors, je crois que Anan nous parle de la méthode des J
avec la révision d'avoir J1, puis J2 et puis après en double. On révise le cours à J4, à J8, à J16, oui, etc. Ah, vous êtes très fort, Sacha, parce que là, j'avoue que je sèche. Il me semble que c'est celle-ci. Niveau méthode, de toute façon, il y a autant de méthodes que d'étudiants en médecine, je pense. Ouais. Et il faut que chacun trouve la sienne. Il faut appréhender ses études avec du recul et voilà, un peu plus de Est-ce que, par sérénité. exemple, les méthodes de carte mentale, c'est adapté aux études de médecine? Il y a beaucoup de parents qui me disent, ou de profs qui sont complètement emballés par cette méthode de carte mentale, où on voit les choses un peu visuellement avec des cercles comme ça, parce qu'on se dit que les élèves Après, sont ça va plus tellement dans le visuels. détail le Pas jour forcément. du concours que... Ouais. C'est plutôt de l'entraînement finalement. Moi, Je trouve. mon conseil, c'est vraiment de s'entraîner dès le début. Dès le début. De s'entraîner dès le début. Je suis assez d'accord. On voit ce qui tombe, on voit quels sont les sujets importants, on voit quelle place a le QCM au sein du Il concours. faut apprendre le cours avant de Voilà. faire le QCM quand même. Eh ben, pas forcément. En fait, Ah, d'accord. c'est ce Pas que j'ai forcément, appris ça. à mon grand regret, un peu trop tard dans mon externat, c'est que justement les deux se complètent bien. Et de faire des QCM, ça permet vraiment de cibler Ce qui est important. ce qui est important dans le cours, parce que sinon on a des pages et des pages sur un sujet et tout nous paraît très important. Et d'ailleurs au début on surligne à peu près toutes les phrases du cours parce qu'on n'arrive pas vraiment à sélectionner. Parce que Donc, c'est ce qui est important. mm. Alors Charlotte qui dit, quand je vois mes amis en médecine devenir de véritables machines à bosser, n'y a-t-il pas un risque que les futurs médecins soient des robots négligeant l'aspect humain de leur profession? Ça c'est vrai, c'est souvent une remarque qui revient assez souvent finalement. Il n'y a pas de côté humain dans le concours, on leur apprend juste à répondre à des QCM, comment voulez-vous former de bons médecins avec ça, etc. Je ne sais pas si vous avez... Ouais, j'ai un avis un peu tranché moi Oui, là-dessus. c'est souvent une remarque qui revient très souvent hein, dans la bouche des gens. Oui, en fait, je suis d'accord avec cette remarque. Je pense qu'aujourd'hui, sélectionner que sur des QCM, c'est pas bon pour sélectionner un bon médecin parce que on voit bien aujourd'hui qu'on demande quand même aux médecins de retourner auprès de leurs patients, de prendre de plus en plus de temps avec les patients parce que la qualité du soin s'est dégradée. Et malheureusement, je pense que cette sélection-là n'arrange rien. Et certaines personnes, alors j'ai vu aussi au travers de mes études des personnes vraiment très intelligentes, très douées avec les QCM, avec les livres, avec l'apprentissage de la médecine et mis en difficulté face à des patients. Donc pour moi, on ne doit pas dissocier l'un et l'autre. Vraiment, on devrait... Alors, je ne sais pas de quelle manière, c'est ça qui est difficile, de sélectionner aussi les gens sur leur personnalité, sur leur capacité à être humain. C'est un peu plus subjectif, c'est ça le problème. Oui, exactement. Oui, alors sur le mode de sélection, il est évident que maintenant il faut faire rentrer un critère humain. On peut plus passer à côté. Maintenant, ça devient obligatoire. Mais bon, pour les études de médecine, c'est vrai qu'on a quand même les stages à l'hôpital qui nous mettent un petit peu en situation, dans lesquels on est surveillé. Et puis si jamais ça se passe bien, on a une très bonne note de stage. Il y a un rapport qui est fait toujours pour chaque étudiant. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Les scolarités et les pédagogies, les comités pédagogiques au sein des facultés de médecine se réunissent de plus en plus, ils réunissent de plus en plus de personnes et dans les petites facultés, au moins pour celle de Créteil à laquelle j'appartiens, on rencontre régulièrement des responsables pédagogiques donc pour avoir des entretiens. Donc c'est vrai que ça tend à s'améliorer, c'est toujours pas suffisant sur le mode de sélection, ça c'est certain, mais ça tend à s'améliorer. Oui, mais par exemple, je trouve ça vraiment dommage, je suis d'accord avec toi sur le fait que les stages quand même nous apportent notre pratique avec les patients, mais la note de stage n'est pas du tout prise en compte dans notre évaluation et dans notre validation de notre année. Enfin, qu'on ait A, B, C, D, E, enfin à Lyon c'était comme ça, c'était des notes, des lettres finalement. C'est pas pris en compte. C'était pas du tout problématique pour passer l'année suivante, pour valider son module. Ah oui, donc c'est ça qu'il faudrait peut-être améliorer quand même. Eh bien ça justement, je crois que c'est en discussion et je crois que ça fait partie de la réforme de l'ECN de 2020 où les stages vont être pris en compte dans les classements et dans le choix des spécialités. Et ça c'est un vrai plus. Maintenant reste à savoir comment ça va être mis en place. C'est toujours
la grande question. Ouais. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de médecine, mais la PACES, la première année commune aux études de santé, ça mène aussi à d'autres filières, pour devenir sage-femme, pour devenir dentiste, pour devenir pharmacien. Il y a eu une réforme il y a quelques années justement pour que tous les étudiants finalement soient mélangés durant cette première année. Est-ce que vous avez passé ces autres concours ou vous êtes focalisé sur médecine et vous n'avez pas passé... vous n'avez pas envisagé de faire une autre filière? Alors moi j'avais envisagé peut-être d'être kiné si j'arrivais pas à avoir médecine parce que étant assez sportive ça m'intéressait aussi ce domaine-là. Et par la suite j'ai failli prendre une passerelle en fait de médecine vers sage-femme. D'accord. Parce que j'ai découvert ce métier en fait en stage de gynéco et j'ai adoré, et donc j'ai hésité quelque temps à prendre une passerelle pour devenir sage-femme. J'ai eu la chance d'être acceptée en médecine, d'avoir ma place en médecine tout de suite. Donc, la question ne s'est pas posée finalement. La question ne s'est pas posée pour une deuxième année, mais peut-être que... Alors moi j'ai passé le concours de médecine, j'ai passé, au deuxième semestre on passe des options, on passe des UE, des unités d'enseignement supplémentaires. Moi j'ai passé l'unité d'enseignement dentaire et j'ai eu une place dans le numerus clausus, le nombre clos des études de dentaire. Et c'est vrai que le choix a été... difficile. Mais extrêmement difficile. Qu'est-ce que tu regrettes? Ce que je regrette, tous les jours je regrette. Je pense que vos parents regrettent, parce que d'avoir un dentiste dans la famille, c'est toujours très utile. C'est vrai. Tous les jours je regrette parce que je me dis, oh là là, j'aurais déjà fini. Et c'est beaucoup plus court, ça dure 5 ans. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me dis, voilà, j'aurais déjà fini mes études et je serais déjà en train de travailler. Et puis c'est vrai que quand on est à l'hôpital et quand on a le contact avec les patients, c'est ce que mes parents m'ont dit. Mes parents m'ont dit, voilà, tu as besoin de contact humain dans ton travail, voilà, tu as besoin d'un contact humain franc et complet. Je pense que tu t'épanouiras pas dans les études dentaires. Donc j'ai fait ce choix-là et aujourd'hui, de toute façon, les études de médecine, c'est les montagnes russes de l'humeur. En une journée, on est motivé à bloc, on est déprimé à bloc. Donc tous les jours, on regrette, tous les jours, on donnerait ce qu'on fait pour rien au monde. Ouais, il y a parfois beaucoup d'étudiants justement qui souffrent, pas de dépression, mais disons il y a pas mal de souffrance en fait d'étudiants qui sont à l'hôpital, qui s'estiment maltraités. Il y a des infirmières aussi. Enfin, souvent, ça revient un peu sur le tapis, le fait que les études sont difficiles, qui sont évidemment mal payées, mais aussi il y a beaucoup de souffrance aussi à l'hôpital. Vous avez vécu ça ou pas? C'est vrai que c'est pas facile. On en parlait aussi en venant avec Marine. On a eu des expériences, et je pense que tous les étudiants en médecine de France, on a eu des expériences assez difficiles parfois, avec des supérieurs qui eux-mêmes ont très mal vécu leurs études et qui estiment que c'est pas normal de bien vivre ses études, de faire d'autres choses à côté. Voilà, c'est les mandarins. Voilà, c'est pas normal. Ouais. Donc parfois c'est difficile, mais aujourd'hui les services tendent à se moderniser, les chefs tendent à prendre en considération ce fait-là, que les études de médecine peuvent être mal vécues et il commence un peu à devenir ce qui s'appelle, il commence à y avoir un petit peu au sein des services du leadership. On nous prend par la main et on nous dit voilà, on va t'apprendre aujourd'hui, on va t'amener jusqu'au point de réussite, mais c'est pas encore sans être maltraité. Et vous avez été plutôt bien traité dans les services. Vous avez fait quoi comme stage? Alors, il y a une question justement de Cédric. Combien y a-t-il de stages en tout durant les années de médecine? Sur un an, par exemple, on passe combien de temps en stage? Alors, il me semble que c'est 4 par année. Ah oui, quand même. Nous, à Lyon, après, ça dépend des facultés aussi, mais nous, à Lyon, c'était par période de 6 semaines. 6 semaines de stage à chaque fois. 6 semaines de stage, 6 semaines de cours. Voilà, c'est vraiment des études en alternance. Enfin, quasiment. Quasiment, un peu. On peut dire. Même si pendant les périodes de stage, on a toujours des cours à la faculté, et puis les conférences du soir aussi, d'entraînement au concours. Donc on est quand même, on n'est pas 100% en stage, on prend quand même un peu de temps pour les cours à côté. Et vous avez fait quoi comme stage? Dans quel service? Moi, j'ai fait de la neurologie-oncologie, j'ai fait de la gynéco, cancérologie aussi en gynéco, j'ai beaucoup de cancéro. J'ai fait de l'hématologie, j'ai fait de la gériatrie, j'ai fait plusieurs stages aux urgences.
C'est pas facile de choisir ses stages. Enfin, je trouve, notamment au début de l'externat, parce qu'on nage un petit peu dans ce qui nous intéresse, dans les services aussi, on devrait passer pour notre formation. Et j'ai quelques regrets par rapport à ça, parce que je pense qu'il serait très judicieux de choisir un stage qui correspond à la matière qu'on passe pendant l'année. Enfin, on passe plusieurs matières dans l'année, donc en fait, d'essayer d'adapter ces choix de stage aux matières qu'on révise, qu'on apprend. D'accord. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait, puisque moi j'ai fait des stages qui me plaisaient, qui étaient attrayants. Et vous avez souffert ou bien c'était globalement positif ou il y avait des moments difficiles? Plutôt positif. Après, on en a parlé aussi. Étant une personnalité publique, j'étais très observée, très remarquée dans les services. Donc, contrairement à mes camarades qui pouvaient, entre guillemets, faire un peu ce qu'ils voulaient dans leur coin et personne ne leur disait rien, moi, j'avais pas trop le droit à l'erreur. Dès que j'étais absente ou j'avais quelque chose... ça se remarquait tout de suite. Voilà, quelque chose qui n'allait pas, disons qu'on me le faisait savoir et assez vite. Donc ça s'est très bien passé dans certains stages où vraiment j'ai eu un accueil chaleureux, où l'équipe médicale et paramédicale m'a vraiment soutenue à justement continuer mes activités parallèles de médecine. Et d'autres stages où c'était difficile de me faire accepter telle que je suis, avec oui, j'ai été Miss France, mais je ne suis pas qu'une image et j'ai des choses à apprendre et à prouver aussi. Donc ça dépendait. Merci. Juste, quel était, Cédric sur Facebook et Jade, Marine, alors la question s'adresse à Marine, quel était ton emploi du temps? Tous les deux. Oui, pour les deux. Quel était votre emploi du temps en PACES et que racontes-tu sur ton blog? Alors, ce que je raconte sur mon blog, il faut aller voir. parce que je parle aussi de la PACES. J'ai déjà écrit des articles sur la PACES. Mon emploi du temps est très simple. Nous, on avait cours les matins à la faculté de Lyon. Donc, tous les matins, j'étais en cours, dans les premiers rangs, pour bien entendre et bien voir ce qui se passait. Alors, avec un cahier, avec des feuilles, avec un ordinateur? Avec des feuilles et un dictaphone pour réécouter les cours si je n'avais pas saisi quelques petits points particuliers. Et puis après, j'allais déjeuner et j'allais justement à ma prépa pour réviser. Et ce que je faisais, c'est que je travaillais les cours du matin, en fait. Je reprenais mes cours du matin, je les mettais au prof, je faisais des schémas, j'essayais de les rendre un petit peu plus attrayants, faciles à apprendre. Et j'essayais de comprendre, en fait, tout simplement ce qui s'était dit le matin en cours. Et je révisais jusqu'à 22, quand même. 22 heures, c'était ma moyenne. Et en fin d'année, je tirais jusqu'à 23. Entre 21h et 22h, souvent, j'étais chez moi. Et en fin d'année, jusqu'à 23h. Par contre, je m'accordais du temps le week-end. Le samedi soir, j'allais voir un peu mes amis hors médecine, mes amis de lycée, pour justement parler d'autres choses, changer un peu les idées, s'aérer l'esprit, aller boire un verre, aller au cinéma. Et puis le dimanche matin, c'était un peu la grasse mat, jusqu'à 9h, 10h maximum, et après j'étais sur mes cours. Est-ce que vous avez continué une activité sportive pendant la première année de médecine? Alors non, j'étais très sportive et j'ai arrêté. Et c'est vrai que je pense que ça aurait été bien de continuer parce que on prend un peu de poids aussi, parce qu'on est assis sur notre chaise et puis on grignote et voilà. Non, je vois pas de quoi tu parles. Écoute, tant mieux pour toi. Non, et puis surtout, vraiment, c'est un défouloir en fait, le sport aussi. Ça permet de voir d'autres gens, de lâcher le stress, la pression. Enfin, je sais pas, tu veux peut-être nous parler aussi de ta passion. Alors, votre emploi du temps, Sacha? J'ai eu peur que tu me poses des questions sur le sport, parce que comme tout le monde le voit, je suis très athlétique. Mon emploi du temps, c'était un peu décalé. Une nouvelle fois, j'ai trouvé ma méthode. Moi, j'aimais bien travailler la nuit. La nuit, je travaillais plutôt à des heures tardives parce que à les heures tardives, tout le monde dort. Il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas les copains, il n'y a pas le téléphone. Donc, je préférais dormir un petit peu plus le matin. Nous, on avait cours l'après-midi, donc j'allais en cours l'après-midi. Je profitais du matin justement pour récupérer un petit peu. Et puis après, je travaillais le soir et je travaillais un peu plus tard. Et je pense que c'est ce qui m'a appris en tout cas lorsque je travaille,
couper mon téléphone, me couper un peu du monde, faire comme si voilà. Ça c'est très très important, vraiment. Couper les réseaux sociaux. J'ai pas forcément réussi à le faire parce que j'avais aussi des appels et des choses, des personnes qui attendaient que je sois disponible, mais si je pouvais le conseiller vraiment à tous les étudiants, vraiment, mettez-vous dans votre bulle, au calme et coupez les téléphones. Hein. Ouais, c'est très important. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tentant. Oui, pour tout le monde. Alors, est-ce que l'examen national classant et la PACES, est-ce que c'est aussi difficile les deux? Est-ce qu'il y a en termes de difficulté entre ce qu'on appelait avant le concours de l'internat et aujourd'hui les ECN et la PACES, la première année de médecine, est-ce que c'est le même niveau de difficulté? Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question parce que ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, j'ai bien vécu ma PACES parce que je l'ai eu du premier coup. J'avais un planning bien organisé, des copines, une famille qui m'a soutenue. Donc, j'ai plutôt bien vécu ma PACES. J'ai trouvé ça évidemment très difficile. Ce qu'il faut apprendre, c'est en termes de quantité, c'est énorme. En difficulté du concours, pression du concours, c'est évidemment difficile, mais ça se joue sur une journée. Les ECN, c'est plus un marathon. La pression monte crescendo. Et encore une fois, tout dépend de ce qu'on vise aussi, de notre objectif à chacun aux ECN. Moi, dès le début de la 6e année, donc la dernière année, je savais que je voulais faire de la médecine générale. Je n'avais pas besoin d'avoir un classement extraordinaire pour avoir la médecine générale dans la ville que je voulais. Donc, j'ai révisé intensément. C'était dur aussi, bien sûr, épuisant, fatigant et dur aussi psychologiquement à tenir la longueur jusqu'au concours. Mais je l'ai quand même mieux vécu que des camarades à moi qui visaient une spécialité très prisée dans une ville sympa. Donc ça va dépendre des profils. Là, vous n'en êtes pas là pour l'instant. Moi, je suis au milieu, je suis en plein dedans en fait. Comme Marine l'a très bien dit, la PACES, c'est un sprint, c'est 4 mois en vrai, puisque le premier concours il arrive à partir de 4 mois. Donc, on sait tout de suite si on est dans les premiers ou si on n'est pas dans les premiers. La PACES, c'est un sprint et l'internat, le concours des ECN, c'est un marathon, il faut tenir, c'est une course de fond. C'est un concours qui se prépare sur 3 ans, donc c'est extrêmement difficile. Il faut rester rigoureux pendant 3 ans. Il faut être régulier. Les épreuves ont lieu sur 3 ans en fait? Non, l'épreuve arrive à la fin des 3 ans, mais il se prépare à la faculté pendant 3 ans. D'accord, ok. Donc toute la difficulté là, je pense que c'est surtout de tenir le rythme, de tenir la quantité de travail, de tenir le moral. Parce que dans 3 ans, il faut savoir s'accorder des pauses, il faut savoir aussi savoir quand mettre un coup de collier. Il y a les examens, il y a les stages à l'hôpital. C'est une année où il faut gérer son temps, enfin c'est même 3 années où il faut gérer son temps et où la pression est grande. Sincèrement, la pression est grande. Vous visez quelle spécialité? Alors moi, on parlait des stages par lesquels on est passé. Je pense vraiment que le choix de spécialité, il matche beaucoup avec l'ambiance qu'on a retrouvée en stage. Et en stage de rhumatologie, d'ailleurs je fais coucou à toute l'équipe de rhumatologie, ça s'est tellement bien passé qu'aujourd'hui, dans ma tête, ce sera rhumatologie. D'accord, et la rhumatologie, qu'est-ce que c'est exactement? La rhumatologie, c'est les articulations. D'accord. Et c'est pas forcément un problème pour les personnes âgées. Il y a aussi plein de jeunes qui ont besoin de rhumatologues et c'est une très belle spécialité dans laquelle il n'y a pas des horaires extraordinaires non plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'urgence en rhumatologie. D'accord. Donc, sauf si on a mal au dos et plus des maladies chroniques. Voilà, c'est plus des choses chroniques et c'est très transversal avec des spécialités comme la médecine interne, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaît vraiment. D'accord. On vous souhaite bonne chance. Merci Sophie. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce Facebook Live consacré aux études de médecine. Merci Marine L'Orphelin, merci Sacha. Merci, et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur le site du Figaro étudiant. Merci. À très vite.